Yes, so my talk is about essentially my research, but it was inspired initially by Jean-Claude Rivière. So it totally fits this beautiful day of remembrance for. Oh, sorry, I was supposed to speak French. Donc oui, donc mon exposé va bien avec cette journée d'hommage. Pour Jean-Claude. Jean-Claude qui a été mon mentor pendant mes années de thèse notamment. Et Jean-Claude est plutôt connu, comme on l'a illustré aujourd'hui, par son travail de description des langues kanak. Il a écrit des dictionnaires, il a écrit des grammaires, des descriptions du Paichi, Chimuhi, Nume, Kwani, Boito. Et il a beaucoup travaillé sur la phonologie, comme on a vu des exposés magnifiquement le montrer, la phonologie synchronique et historique, et aussi la tonogénèse. Mais il y a tout un autre aspect du travail de Jean-Claude dont Alban vient de parler, auquel Alban lui-même a beaucoup travaillé, ce sont les récits de littérature orale, même si peut-être Alban rejette le terme littérature orale. En tout cas, c'est tout un travail qui a été fait par Jean-Claude et Alban souvent, mais en l'occurrence Jean-Claude, dès son tout premier terrain qui était en fait au Vanuatu, c'est peu connu, mais avant d'aller en Nouvelle-Calédonie, Jean-Claude a passé quelques temps au Vanuatu, a travaillé sur le Namakura, et en particulier, il a recueilli une très belle histoire, un très beau mythe du volcan de Kauai que Sandrine, ici présente, étudie pour sa thèse. C'est un peu à cette occasion, dans ses travaux et dans d'autres travaux, que Jean-Claude parle de mythe-histoire, parfois en un seul mot. J'y reviendrai. Et en Nouvelle-Calédonie, Jean-Claude, bien sûr, et Alban ont publié de nombreux ouvrages, y compris ce petit ouvrage qui est mon livre de chevet en ce moment, et qu'il était déjà quand je faisais ma thèse, et bien sûr les ouvrages comme Les Chemins de l'Alliance, La fille du rocher athée, livre qu'il a notamment publié donc avec Alban, également qu'il a publié il a certains recueils de textes avec Françoise, donc je voulais aussi inclure Françoise dans cet hommage. Ici, probablement chez Claire, on a un dîner chez Claire. La même faute, je pense que c'était le même soir où on voyait Andy tout à l'heure. Là, je suis avec Françoise, peut-être vers 2004, je pense. Et un peu en 1997, donc ça ne me rajeunit pas, c'était l'année de mon premier fieldwork au Vanuatu. Et je revenais ensuite à Paris et je parlais avec Jean-Claude. Et nos discussions révélaient des similarités entre les histoires traditionnelles, hein, les contes ou les légendes ou les mythes que nous avions recueillis. Et parfois, j'étais assez intrigué. Un exemple parmi d'autres, qui je crois se trouve dans ce livre ou dans un autre, c'est The Journey to Hell, donc le descente aux enfers. Un homme qui est vivant descend aux enfers, dans le monde des morts, pour retrouver un ami à lui, ou peut-être sa femme qui est morte, selon les versions, il y a différentes versions. Et il se mêle aux morts, aux esprits, mais qui, bien sûr, comprenant qu'il y a un vivant parmi eux, ont faim tout d'un coup. Et donc, il doit trouver des ruses pour échapper aux esprits, aux fantômes, différentes ruses. Et alors, dans les versions que moi j'ai au nord du Vanuatu et dans les versions que Jean-Claude avait, on retrouve exactement les mêmes motifs. Donc, par exemple, que pour montrer qu'il est un mort, qu'il est un fantôme, je suis un fantôme comme vous, donc vous n'avez pas besoin de me manger, d'accord ? Eh bien, il fallait faire craquer ses os comme s'il était un squelette, pour bien montrer je suis un squelette comme vous, et vous craquez vos os tout le temps, parce que vous faites ça, c'est votre job. Eh bien, moi, je vais faire pareil. Et donc, la ruse était d'avoir des branches mortes du bois pour les craquer et pour rassurer les fantômes. Vous voyez, bon, alors, ce n'est pas un vivant, c'est un fantôme comme nous. Et puis finalement, il réussit à s'échapper seul et en laissant derrière lui son ami ou sa femme, ce qui d'une certaine manière nous fait penser au mythe d'Orphée, si on veut. Et peut-être si j'étais du 19e siècle, je dirais, oh, nous avons un mythe d'Orphée universel et tout ça, ce qui est tentant et ce qui n'est pas complètement
absurde, mais un petit peu quand même. Et du coup, mais je voudrais aujourd'hui ou plus tard, si on continue cette, je dis on, c'est moi et vous peut-être, ces travaux-là, qu'on se pose vraiment ces questions des mythes universels ou des choses qui sont en réalité des mythes locaux. Donc voilà, comment expliquer? Donc c'est des questions que je me posais déjà dès mes premières interactions avec Jean-Claude. Ces similarités entre des mythes et des histoires qu'on a tout au nord du Vanuatu et qu'on retrouvait en Nouvelle-Calédonie, que je n'ai pas forcément retrouvé quand je faisais par exemple du terrain en Araki qui est entre les deux. Il y a des contes qu'on va retrouver un peu partout. Alors, parfois on me disait ah oui mais ça c'est partout dans le Pacifique, et puis en fait c'était effectivement à Tahiti et au Vanuatu, mais pas tellement ailleurs. Enfin, donc ça m'intéresse de voir cette distribution géographique des phénomènes mythologiques, enfin des mythes et tout ça. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait des universaux, ou alors peut-être cette proximité des contes peut être due à shared ancestry, d'accord, des ancêtres communs. Ce n'est pas complètement absurde, mais il ne faut pas y aller trop vite. Mais c'est pas absurde d'imaginer que certains mythes nous proviennent des temps de la société proto-océanienne qui se seraient transmis. Puisqu'on se transmet bien les langues, on peut aussi se transmettre des histoires, bien sûr. Je pense à des travaux comme Dumézil ou Benveniste qui reconstruisent la mythologie proto-indo-européenne. Et puis, évidemment, la troisième explication possible pour des similarités, ce serait le contact historique, qui évidemment est possible, mais en même temps, on ne peut pas trop facilement dire bah oui, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie ont dû aller au nord du Vanuatu, parce qu'on n'a pas de traces archéologiques de ça. Donc on peut proposer des hypothèses, et ensuite il faut essayer de les justifier ou les comprendre. De la même manière, certains missionnaires à la fin du 19e siècle disaient oh oui, il y a ce mythe au nord du Vanuatu, donc Mota par exemple, c'est Codrington, et puis qui dit oh probably Polynesian influence, d'accord. Donc c'est mignon de dire Polynesian influence, mais avons-nous des traces que c'est une Polynesian influence as opposed to peut-être shared ancestry? Alors donc mon travail, moi, ce qui m'intéresse d'abord de commencer par le début, qui est il faut décrire les motifs que nous avons, les inventorier, les classifier. Alors en partie, c'est un travail qui existe sous la forme d'une discipline qui est différente de la linguistique, qui est les folkloristics, on dit en anglais, il n'y a pas vraiment de mot français, et la narratologie. Alors il y a des ouvrages célèbres comme le Morphologie du conte de Vladimir Prop, 1928. Donc beaucoup de travaux dans les années entre 1900 et 1940, hein, c'était la grande époque. Nous avons également célèbre le Tale Types Index, donc l'index des types de contes et des motifs qu'on appelait toujours Arne Thompson, donc parce que ça a été commencé par Arne en Finlande, je pense, et Stig Thompson, et puis plus récent repris par Uther, qui donc maintenant ça s'appelle ATU, d'accord, où ils ont des centaines de contes types qu'on retrouverait. Alors avec cette question qui est tout le temps, est-ce qu'ils proposent des types qui seraient universels, ou parce qu'évidemment très souvent c'est basé sur le folklore russe ou européen. Propre, c'était le folklore russe. Et donc, The Animal Bride, okay, I have stories with, an animal bride, a bride that who's an animal, but Country Mouse visits Town Mouse, I don't have that in Vanuatu. Mais je pense que ces auteurs-là étaient conscients du problème. Par exemple, Steve Thompson, le même là, en 1929, a publié Folk Tales of North American Indians, où il essaye de trouver des contes types, où il va trouver certains qui seraient universels, puis d'autres qui sont propres à cette région. Du coup, la question c'est, can we maybe propose a tale type index for the oceanic area? En tout cas, ça m'intéresse de commencer à réfléchir à ça. Alors, il s'agirait peut-être, si nous y trouvons l'énergie, de créer une peut-être comparative database of folk motifs, d'identifier, analyser, classifier des motifs des traditions orales, peut-être ce que Lévi-Strauss appelle des mythèmes, et ce que Dorfman appelle naremes, des unités narratives. C'est une entreprise typologique, en fait, de même qu'on peut faire la typologie des pronoms personnels, des déictiques et tout ça, on peut faire la typologie des motifs narratifs avec un regard de linguiste, avec cette dialectique entre des motifs qui seraient universels. Fighting the ogre, is probably something you find everywhere in the world.
I mean, you have a sort of bogeyman character et quelqu'un qui le fight. Et puis des trickster stories, etc. Donc si on avait juste ça, it would be no big deal, right? Ce serait juste, bah oui, ok, on a partout des histoires comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être ça, comme on a language-specific stuff, on a aussi des culture-specific motifs, c'est-à-dire des similarités qui sont unlikely to have arisen independently, parce qu'elles sont plus précises que ça. C'était le cas déjà de la descente aux enfers avec les os qu'on craque, etc. Ça ne se réinvente pas facilement. Un autre exemple, the resurrected tree. The hero chops down a tree and cuts it to make a canoe. But every morning the tree stands up again. It keeps being erected back by a spiritual force. D'accord? Ça, cette histoire, je l'ai au nord du Vanuatu. C'est l'histoire de Quat and Quet, ça c'est pour les labiovénaires, au nord du Vanuatu. Mais c'est aussi le mythe de Rata en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris, et Tahiti. Et donc, on a clairement un mythème qui est partagé, d'accord? As when you say shared innovation, I mean, it's something that needs to be explained. Et une question que je me pose, moi, c'est where else is this mytheme attested? Est-ce que aux îles Salomon, est-ce que à Tonga, je ne sais pas, est-ce qu'on a ces histoires-là? Je ne sais pas. Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui surtout de pilot study que j'ai faites. Voilà, des langues, des banques cétores au nord du Vanuatu. J'ai aussi travaillé sur l'Araki qui est plus au sud et sur Vanikoro dans les îles Salomon qui sont au nord. C'est intéressant d'ailleurs de comparer par exemple la mythologie, enfin les traditions narratives de Vanikoro n'ont rien à voir, sauf le ogre. Il y a parfois un ogre, mais ça c'est plutôt le côté universel. Donc, pourtant ils sont aussi océaniens en principe. Alors bon, donc mon travail c'est à peu près 1000 enregistrements qui sont archivés, ça fait une centaine d'heures. Là-dessus, la moitié sont plutôt la musique, danse, chant. Donc j'ai fait un CD de musique avec Monica Stern, une ethnomusicologue, quelques années. Et puis l'autre moitié, c'est la littérature orale. C'est un corpus littéraire multilingue que j'ai avec 400 histoires enregistrées, mais 263 transcrites dans 21 langues au total. Et en partie, j'ai publié donc, notamment des livres pour les communautés, des livres pour les écoles et tout ça. Lui, c'est un des derniers locuteurs du Lemeri à Vanuatu. Ici, il y a également des histoires qui sont sur Internet, et puis des projets, des livres qui sont en projet, sur notamment l'île de Gawa. À chaque fois que je compare, que j'entends mes contes, je vois des similarités entre eux, entre mes différentes îles, quelques similarités avec Araki ou Vanikoro, très peu, et des similarités avec la Nouvelle-Calédonie de Jean-Claude. Alors, pour essayer d'approcher, de commencer une analyse de mes contes, je propose 5 niveaux de comparaison, le genre, qui sont un peu emboîtés comme ça. Donc, le genre, le type de conte, les contes spécifiques, les motifs narratifs et les topoi littéraires. Alors des genres, ce sont trickster stories, narratives with songs, ce seraient des exemples de genres. Se pose la question intéressante, compliquée parfois, de est-ce que les genres qu'on décrit doivent être émiques, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a de genre que s'il est nommé dans la langue. C'est vrai que parfois on a ça, par exemple en Motlap, on a des Navatangmao et des Nakakatangmao. Si on traduit mot à mot, ça veut rien, il n'y a pas de différence, c'est les paroles du passé. Mais en parlant à plusieurs conteurs, ils m'ont décrit un peu. Ils m'ont dit Navatangmao is a fictitious story, d'accord? C'est pour amuser les enfants, c'est une histoire imaginaire. Alors que Nakakatangmao, c'est autre chose. C'est une conversation qu'on a à propos du passé, qui peut être des généalogies, qui peut être l'histoire, qui peut être des mythes aussi. Il peut y avoir du merveilleux, du fantastique, mais c'est ancré dans notre monde. Et ce sont des histoires qui ont un sens pour nous, donc c'est plus côté adulte. Hein. Okay. C'est étonnamment parallèle à ce que Alban et Jean-Claude ont décrit comme le contraste entre Chihende et Diema, entre les contes pour s'amuser et puis les Diema qui sont le mythe-histoire dont je parlais. Mais bon, dans beaucoup de langues du Nord Vanuatu, en fait, il n'y a pas cette distinction-là. Il y a juste une catégorie qu'on appelle les histoires, qui peuvent être les voix des esprits ou les contes de l'araignée. Mais en fait, ce sont toujours les custom stories. Okay. Si on regarde quelques exemples de types de contes, eh bien, je prends à chaque fois 2-3 exemples seulement.
par exemple, les esprits qui sont la source d'une forme artistique. D'accord? Une personne voilà, un enfant, par exemple, a des contacts réguliers avec les esprits qui lui apprennent des danses ou des histoires ou des tatouages ou des peintures. Et c'est de là que nous vient cette danse ou que nous vient cette forme d'art. J'ai ça dans plusieurs îles différentes avec plusieurs différents cultural items. D'accord? Donc, je ne dirais pas que c'est plusieurs versions du même conte. Je dirais que c'est plutôt un type de conte qui va expliquer différentes voilà, choses. Un autre exemple, c'est il y a un ogre qui est vaincu par un enfant voilà, qui terrifie tout le monde dans l'île, et il y a un enfant plus courageux que les autres qui va lui casser la gueule. Alors par exemple, le grand sanglier de Reef Island, le sanglier géant, voilà, l'ogresse, les 10 Evil Brothers. D'accord. Je ne dirais pas que c'est 3 versions de la même histoire, je dirais que c'est 3 contes différents, mais qui appartiennent au même type de conte. Un troisième exemple que je retrouve beaucoup au nord du Vanuatu, c'est 2 brothers, un qui est humain et l'autre est non humain. D'accord. Un enfant humain a un frère qui est spécial, c'est-à-dire souvent qui est animal, qui est d'origine animale, qui vient de la forêt, qui est tree, qui est un arbre, ou qui est supernaturel, etc., et qui est adopté dans la famille. Un jour, ils font compétition de la chasse ou de la pêche, et ils se quarrel, et ils sont pas contents. Et puis finalement, le pauvre enfant adopté s'en va, et parfois se suicide même. Et alors j'ai ça pour une histoire de Cordylines, qui est une type d'arbre, donc l'enfant arbre, l'enfant barracuda, qui est un poisson, j'ai le requin qui est né parmi les hommes, j'ai l'orphelin du volcan, qui se transforme en roussette. Voilà. Donc ça, c'était les types de contes. Ensuite, il y a un seul et même conte, one specific tale, which can have several versions, but it's still the same tale. Donc ça, parfois, la nuance est un peu difficile, mais voilà, entre les deux. Mais par exemple, ça, on est bien. J'ai beaucoup de versions. J'ai 10 versions d'un certain conte dans plein de langues, mais tout le monde est d'accord que c'est la même histoire. Et c'est Quet and his brothers against the ogre, so he cuts himself a canoe. C'était l'histoire du canot qu'on a dit tout à l'heure. But his 11 older brothers are jealous and they steal the canoe. He chases them to another island and together they fight the bold ogre with various tricks. Il y a The Femme Fatale and the Murdered Prince. Nice Hollywood title. Beautiful woman has many suitors. Donc une très belle femme a de nombreux prétendants, mais finalement elle n'en choisit qu'un seul, qu'on appelle le prince. Et tous les autres prétendants très jaloux finissent par se allier contre lui et l'assassiner. Et finalement, une sorcière va retrouver le corps du prince et le ramener à la vie, le ressusciter. J'en ai aussi de nombreuses versions. Ou une troisième, la femme venue de l'autre monde. Un homme trouve une belle femme venue du monde sauvage. Donc, c'est une femme poisson, peut-être, by fishing her or finding her in the woods. Et il l'épouse. Mais ce monsieur devient très méchant et il la frappe, etc. Du coup, elle finit par se suicider. Et en se jetant dans le feu, normalement. Alors, j'ai plusieurs versions, mais aussi je l'ai retrouvé dans le livre de Jean-Claude, vraiment la même histoire. C'est quand même... Moi, je suis épaté, alors je vous le dis. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Alors, là, ensuite, je zoome dans le conte, si vous voulez. Non plus, je ne compare plus un conte avec un autre conte, mais à l'intérieur des contes, je regarde les éléments minimaux, si vous voulez, qui sont à l'intérieur. Il y a le narim, je vous ai parlé proposé d'Hoffman, qui définit un peu le narim. Narim is to narratology what morpheme is to morphology. So it's the minimal meaningful unit. C'est l'unité signifiante minimale dans un texte. Alors, j'en ai des centaines, mais par exemple, un personnage est perdu dans un archipel et on met en œuvre des moyens magiques de le retrouver dans les îles. Alors, ça peut être un chef qui a perdu sa fille, qui a été kidnappée par un requin, et alors il envoie une colombe magique qui va aller d'île en île et retrouver. Et presque exactement les mêmes descriptions, enfin les mêmes expressions dans l'histoire du Murdered Prince qu'on a vu avant, où une sorcière qui doit retrouver le corps du pauvre prince, n'est-ce pas? Eh bien, elle fait du chamanisme, donc elle va aller dormir avec des feuilles magiques pour
dream, pour aller rêver et trouver, c'est son âme qui va voyager dans les îles comme la colombe pour trouver le corps de l'enfant, du jeune. Ok, un autre exemple de motif, c'est someone burns the effigy of a character, d'accord, donc and he dies. So, par exemple, effigy can be anything that is related to the image, the body image of the person. So, par exemple, dans l'histoire des deux frères, vous vous souvenez, un frère humain, un frère pas humain, j'ai vu plein de versions différentes, eh bien, une de ces versions, one is a man and one is a tree, right? And they quarrel. The tree man is so sad that he wants to commit suicide, so he burns the wood from which he had been sculpted, and he dies. And stories often end badly in Melanesia, which is not a universal either. Okay, another example, Quet, the god Quet becomes angry with the wooden woman he carved, so he burns her statue and she dies. Or the lizard man leaves behind his lizard skin because he wants to go hunting, and his wife mistakenly burns it, so he dies. So that's another motif qui revient dans les contes. Et dernier exemple, a dead person is resurrected by bringing together his pieces. So again, the two brothers, you remember the two brothers' tail type, but this one was the tree man, here's the shark man. So two brothers, one is man, one is a shark, the shark brother, after a quarrel, is so sad that he goes back to the sea, and he gets caught by fish. He lets himself get caught because he wants to die anyway, and killed. But the sorceress brings together his bones and resurrects him. The murdered prince, again, you remember. Donc la sorcière va ressusciter le prince by curing every part of his body. And the journey to hell, 10 minutes ago, so that's when the man finds his dead wife in hell, and he tries to resurrect her by curing every part of the body, but then he looks at her and she dies again. Terrible. So what you see, and what is interesting here, is that narrative motifs are versatile. They don't belong to one tale or one tale type. You know, they run across tales and tale types. This motif is found in several different tale types. Okay, last one briefly. Literary topoi are similar to motifs, except they are not a sequence. It's not an event, if you want. It's a sort of a cliches, or like in Curtius' definition of literary topoi. So, for instance, the youngest sibling is the smartest. That's a topos in many stories in the world, probably universal. But I have many stories where that's the case. Or the ambiguity between man and ghost. It's the core argument. There are several stories with this argument where it's crucial to know if I'm talking to a ghost or to a man. And it's culturally very oceanic, I think. Last example of the topos is today's landscape is proof of the story's reality. And this is a photo of Stakis in Vanolava, who's showing the bed of the god Quet in the rocks. And as a proof, actually, that this is, you may call it a myth if you want, but this is history. This is the story of the god can be found in the landscape. So it's not just a tale for children, right? Et ce topos-là, on le trouve en Nouvelle-Calédonie, on le trouve en Australie beaucoup, chez les aborigènes, et on le trouve en Europe aussi, dans le folklore européen. Ok. Et on le trouve dans divers contes types et tout ça. Ok, donc la conclusion, la synthèse, c'est qu'on a différents niveaux d'analyse qui sont plus ou moins embedded dans chacun des genres, des contes types qui sont dans un genre et des contes qui sont dans un conte type et des versions qui sont dans un conte. Et puis on a des motifs qui sont distribués un peu, j'allais dire randomly, of course not random, mais des motifs qu'on retrouve un peu distribués dans différents contes. Même chose pour les topoi, d'accord, qu'on retrouve d'un conte à l'autre. Ma conclusion, c'est que le plus urgent, il faut commencer par la first things first, c'est-à-dire je nous encourage, y compris moi-même, à continuer à recueillir, à enregistrer des histoires de la littérature orale before it's too late. Ça fait partie du patrimoine intangible, on dit comme ça. Non, patrimoine, il y a un autre nom. Intangible heritage of the world, often more endangered than the languages themselves. Et de les recueillir et de les analyser, de pass these stories into types and motifs. It's exciting, it's funny. It's fun. Et puis aussi d'avoir un comparative look
sous la forme d'une base de données ou pas, mais en tout cas, et de comparer les tail types on the one hand and the motifs on the other hand, parce que they probably have different lineages each. So do something like comparative narratology, but with perhaps the perspective of a linguist, qui veut dire un regard typologique qui s'intéresse sur les universaux, qui cherche à comprendre pourquoi on a certaines choses qu'on retrouve partout dans le monde, ou quels sont les principles behind the diversity, which is one question that typologists ask, why, there are a certain number of systems of personal pronouns in the world. They don't vary randomly, d'accord, but there are principles behind that diversity. Maybe that's the same for motifs. And also the historical comparative perspective, which is we want to identify some motifs which are cognate between cultures. They can look cognate by accident, but they can also be cognate for good reasons. And we want to find good explanations for why they're cognate, right? It can be a case of diffusion, but we don't want just to dismiss that, they're just contact. We want to explain that. What is the history of social division that meant that you have the same story in Tonga and in Fiji, maybe, I don't know. Or it can be a shared origin, as we do in historical linguistics. Can we, and then the exciting question is, can we reconstruct ancestral mythologies and oral literature? So who would like to contribute to such a project with me? Thank you. I think it has to be a team project, really. Okay, thank you. Merci beaucoup. Alexandre, est-ce qu'il y a des questions? Is that on? Just a couple of small points on the larger project of a general oceanic comparative mythology or comparative narratology. I think in Polynesian generally you find that there are at least two terms for different kinds of stories, like I think Tala and Kakai, depending on whether they're believed to be true or just for entertainment, that sort of thing. And also there was a man named Basil Kirtley, about whom I know nothing except that he collaborated with Samuel Elbert on stories from Pileni. And he, I believe, did actually compile a motif index of Polynesian stories. I can't give you the exact reference, but the name is Kirtley, Basil Kirtley. I don't know if anybody else knows anything about him. He also did one that was, wasn't just Polynesian, it also included Micronesian and Melanesian in there as well. That's 1980 was the publication date. Yep, Kirtley. Yeah, maybe not the same thing that Ross was talking about. I believe there's a publication by the Bishop Museum called something like List of Polynesian Motifs, and I think the author is Martha Beckwith. That's my recollection, just off the top of my head. But also, a lot of things that the motif... Yeah. Mm-hmm. Big book, lots of motifs. No? And a lot of things you say about these stories are true in Fiji as well. I'm just wondering, well, a couple of things. First of all, diffusion certainly has happened. We've got stories in Fiji that we know came from Tonga, for example. One of the most popular stories that is used as a sort of a story for children is the Fijian version of Jack and the Beanstalk. And we have Fijian versions of most of the well-known English fairy tales, and they're told in exactly the same format, which you didn't mention. I mean, you're not supposed to mention everything, but when you tell a story of this sort in Fijian, you always have a typical beginning, and in standard Fijian that is tiko tiko kino, which means existential, reduplicated, therein. So Yes. which is essentially Yes. So I can't see that, sorry. is essential, reduplicated, and that's Once Upon a Time. All right, yeah. It's like Once Upon a Time, yeah. And there's also an ending. Yeah, so. And one of the most common endings in Fiji is you say, well, and that is the end of my story, and then you will say, Balinavunji baliki ka mesawa dusi, which means, and now I've said my story, the plantain plant has fallen over, and I am pointing to you to tell another one. So you're appointing someone else to tell the next story. So the whole ritual of storytelling is in itself of great interest.
then you and I will. Okay, we'll talk about that. Yes. There's also Bruno Bettelheim and the sort of Freudian, sort of Jungian analysis of stories, which might be interesting. You're talking about, like universal archetypes or something like that. Yeah. And for longevity in Australia, there's some very interesting work done on stories that go back potentially 15,000 years, right, to talk about natural disasters, events, volcanoes, sea level rise. Which suggests, and it's only suggestive, but that there is this longevity to tropes and themes and actual, maybe even the formula of a story. Yeah. I totally think so. Another thing that I didn't mention is something for which I'm a little bit more critical or skeptic is there's a researcher in France called Julien Duy, and he will do phylogenetics. Well, phylogenetics is fine, but he will pick a motif that he finds in classical Greek and a couple of Indo-European cultures, if you want, and he finds it in Basque and he finds it in Berber, and then he says, "Oh, I found something of proto-Homo sapiens," and so he goes in all conference or public lectures and so on, and he's quite the star because I can tell you about the mythology of guys in Ethiopia and why Ethiopia. He doesn't have Ethiopia in his, but just because the common ancestor of Basque and Berber, if you follow sort of linguistic tree, assuming that the phylogeny of stories follows linguistic lines, which is okay, would be proto-Homo sapiens. But you want to tell him, hang on, I mean, there are quite a few methodologies. Basque and Spanish, maybe they have contact sometimes. So I agree that there is some ancestry we can go back to, but we want to be prudent, cautious on other lines of explanation. Very often I find that there is a song going with the story. Yeah. It did happen that I heard the song before, and years later, I heard the story, or vice versa. Yeah, exactly. So I remember Jean-Claude being surprised that I would get songs in my stories. He said, "No, you never get songs." Indicated he wouldn't have them. But half of my stories have a song, and I built around the song. So the song is the key moment when, for instance, when the sorceress, in one of those stories, does shamanism and sends her soul all the way around. The only way she can find the body who's buried is because she hears him sing a song in an ancient godly language. Yeah. Sorry. So definitely there has been contact, right, among many Polynesian, Micronesian, and all over Oceania, if not more. So how do you systematically and with a certain hope of success, you weave out these influences? Because, they've been on the stock story and the Bible stories, and there are so many motifs that you just mentioned right there that I can recollect when I was a boy or have a father reading it to my children. So I mean, how do you systematically? Have you thought about that, and do you have something to suggest in that regard? In the Pacific, right? More Pacific, any place, basically, but in the Pacific. So today I have the easy part is just asking questions, so I don't have to answer. Probably 10 years, if you see me, you have to ask me. So what are the answers? Now it's easier to say it may be contact, it may be shared ancestry, and at this point we don't know. And what I want to do is the easy part, is the important part, the preliminary part of describing stories, of collecting them, describing them, and maybe once we have sort of a good overview of what motifs we have, it might be easier, or to think of good explanations to explain why in Aichi stories you find exactly the same story as in Vanuatu, but you don't find it in the middle. So in this case, I would probably suggest proto-ocean, ancestral stories being carried over millennia. Definitely, your research carries over into other research, which is linguistic reconstruction or historical reconstruction, and that should definitely help you in weaving out this possible influence. I don't want also to assume that
the transmission of stories was necessarily parallel to the transmission of language. They also travel the stories, so it's kind of hard to. If the more entry you have into some kind of, linguistic performance in this case, the more sure you can be about your conclusion. Prenons la dernière question. I was interested in the story about the wife from hell, or finding the wife from hell, and that made me wonder, sort of in line actually with the kind of previous question, about how you can separate out contact, and in particular contact with kind of Europeans, with missionaries. I mean, was there a concept of hell, of an afterlife, of souls in Proto-Oceanic? That's a good question, and which I've actually worked on, because I wrote a couple of articles on etymologies of spiritual vocabulary. So, soul, do we have a word for soul? And the answer is yes in Oceanic languages. And hell, and what I translated as hell, sometimes translated as Hades by some missionaries, is quite, there is such a thing, but I agree with you that it has to be carefully distinguished from European views of hell. If you noticed, if you paid attention on that particular line, there was a question by little hidden question mark when I said the hero goes down to hell, and down had a question mark, because that was a quick way to say that I have several versions, and in some versions hell is below, and there's fire in hell, things like that. That sounds very Christian. But in some stories, hell is up the mountain or is in the middle of the ocean, and that sounds, I think, is more oceanic. So looking at the variation, I mean, there's also between stories you can have more Christianized versions, which reminds me of the next talk, which will be about music and Christian clothing. So Christianized versions of myths. You do. So, I mean, it's been mentioned, and I didn't mention it. Cinderella also. I mean, Cinderella or Hansel and Gretel in stories, but with a sort of Melanesian twist, which is also another kind of interesting case, because precisely if I didn't know Hansel and Gretel already, and I would think this is an oceanic story because they go for coconuts and they do this and that, or catch a canoe, and that would sound very oceanic. Because I know what the probable source, then it has to ring a bell and tell me. It might, maybe that's what happened when there is contact and transmission. There's adaptation, just like you have loan word in phonology, you have loan word adaptation, and a word looks ancestral when it's really a loan word that has been adapted to the phonology. So it is maybe. Yes. Yeah, one thing that might limit the spread of stories is that stories are owned. A lot of stories are owned, and only certain people have a right to tell them. And I've found that both in Northwest Santo, but also in Maori. Some Maori stories are owned. You can't anybody can't tell them. That's true for some stories which are recorded. I found that more often with songs. So some songs are sacred. I mean, you could call them sacred, or they're only certain people can sing that song, and many people are not allowed to hear them. So it could limit. Most of the stories in Northwest have got songs. There's a song in the story. Yeah, that's right. And the last thing I want to say is it's still an open question for me. That I believe that motifs can be borrowed. I mean, that's the point of motifs. That it's an easy way to memorize or to have the plot make progress. You have to go from this situation where the guys are lost in the island and they have to go back, and then you remember this plot type or this motif that tells you how to escape from one island to the other, and you find in lots of stories where you have to escape. So motifs migrate from one culture to the other, but tale types migrate. My question is, is one more easily borrowable than the other? Is it easier to borrow motifs or tales, or lots of questions? Few answers. Merci beaucoup.